Claude Lorrain, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment publié aux éditions L'Harmattan un livre intitulé « Le dur métier de psychologue ». Alors, pourquoi et en quoi est-ce si difficile d'être psychologue? Alors c'est difficile d'abord parce que les personnes sont assez opposantes, et c'est pas du tout un hasard si j'ai choisi la chanson de Amy Winehouse qui dit « No, no, no » pour Rehab. Et effectivement, il y a des gens qui sont très opposants. La pauvre, elle est morte à 28 ans, elle avait beaucoup de possibilités devant elle. Et il y en a qui sont épuisants, parce que ils ont, et là j'ai choisi, là non plus pas par hasard, un volcan, qui est le Stromboli, parce que mes patients sont éruptifs. Je suis psychologue des hôpitaux psychiatriques. Ça veut dire que je vois des cas où ils ont du magma dans la tête et ça explose d'un seul coup, et ça c'est difficile à supporter, ça peut être épuisant, ça peut être fatigant à la fin de la journée, et c'est vrai que je ne cache pas que de temps en temps il faut faire un travail long, difficile, mais il y a beaucoup de bons aspects aussi. Comment avez-vous choisi alors les 20 cas cliniques que vous présentez sur les centaines que vous avez rencontrés? Alors les cas cliniques, il y a 10 hommes et 10 femmes adultes. J'ai choisi, j'ai fait en fonction de la parité. Et non, je crois que c'était important d'équilibrer un petit peu le nombre d'hommes et de femmes, et surtout, j'ai choisi des personnes qui sont en proie à des difficultés graves. Dépersonnalisation, le livre commence par Psychanalyse du Christ, c'est un homme qui se prend pour Jésus-Christ, et c'est au prix d'un travail long, difficile, acharné, que je suis parvenu à le faire sortir de son délire, et je l'ai rencontré quelques années après, d'une façon tout à fait fortuite. J'ai assisté à un gospel à l'église Saint-Julien, le pauvre, et il était en train de chanter, et il était vraiment heureux, et puis il avait cessé de se prendre pour le Christ. Et puis il y a aussi le cas de Linda. Alors elle imagine qu'elle a la jambe de son père, et elle pense elle délire en fait, et elle pense qu'elle n'a pas de sein. Alors bon, ça là aussi ça a été un travail. Alors en plus elle avait inventé une machine à hydro-urinique, c'est-à-dire un moteur qui fonctionnait avec de l'urine. Donc alors évidemment, alors elle écrivait des équations, elle avait un niveau, le niveau maths P, et donc dans sa chambre c'était rempli d'équations différentielles. Enfin, c'était très intéressant, et au bout de 3 ans de travail acharné, et j'explique comment je travaille avec elle, je suis parvenu à faire en sorte qu'elle puisse maintenant aller prof de maths dans un lycée de la région parisienne, et je trouve que c'est bien de montrer aussi qu'on peut s'en sortir. Alors, n'y a-t-il pas eu aussi de bons moments avec vos patients, et pouvez-vous nous raconter alors du coup une de vos rencontres cliniques? Alors je vais vous raconter une histoire que je trouve un peu émouvante, mais là ça a été un peu moins volcanique, et ça explique un peu j'explique un peu dans le livre comment je fonctionne. C'est un garçon de 23 ans qui vient me voir, et il est malheureux, parce qu'il est impuissant sexuellement, et il vient avec sa petite copine, 22 ans, esthéticienne, très mignonne et tout, et il s'adore, mais lui, il a déjà eu des relations sexuelles avec d'autres filles, et avec elle, ça marche pas, parce qu'il s'imagine, il fantasme qu'elle est un peu comme sa sœur ou comme sa mère, et ça le bloque. Alors le problème, c'est qu'ils viennent me voir, j'étais dans un hôpital de province, dans un dispensaire, et ils me disent, nous n'avons que 3 semaines. Et après, nous devons repartir. Je dis, attendez, je ne peux pas faire... Et il me vient une idée, c'est ce qu'on appelle l'approche paradoxale. Alors, ça m'arrive de travailler de cette façon-là. Je dis, écoutez, je vais vous prescrire quelque chose. À vous, mademoiselle, lui il s'appelle Franz, enfin, c'est pas son vrai nom, hein, bien sûr, et elle, Maria,
Vous, Maria, vous allez pratiquer des massages du cou, de la tête et du dos, mais interdiction formelle d'avoir des relations sexuelles. Donc des massages non sensuels. Il disposait seulement de 3 semaines. Donc voilà, je me suis dit, je vais essayer de pratiquer la prescription de symptômes. La semaine d'après, je les attends, personne. Je me suis dit, j'ai raté, c'est terrible. Et en fait, ils arrivent très en retard, mais ils arrivent, et tout sourire, tous les deux, et ils me disent, écoutez, monsieur Laurin, on est désolé, le premier soir j'ai fait ce que vous m'avez dit, deuxième soir aussi, troisième soir aussi, et puis au bout d'un certain temps, mon Franz, alors, il s'exprime, il dit, bah écoutez, j'ai senti que j'étais pas du tout insensible, et je me suis jeté sur elle, et on a fait l'amour et tout ça. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait j'explique que cette approche paradoxale, elle fonctionne, il n'y a pas besoin de faire 2 ans de psychanalyse parfois, c'est-à-dire que le désir peut être provoqué par l'interdit. Alors on le voit avec certains enfants, mais ça fonctionne aussi avec certains adultes. Et je termine l'histoire parce que je la trouve amusante et émouvante. Ils ont téléphoné de façon régulière au dispensaire, et puis moi je les suivais pour savoir comment, si le symptôme n'était pas réapparu d'impuissance sexuelle. Et puis pendant donc 1 an à peu près, ils me donnaient des nouvelles et ça allait très bien. Et 3 ans après, j'ai reçu une petite carte, une petite lettre qui était une annonce que Franz et Maria avaient eu un bébé, une petite fille, et ça m'a fait sourire parce qu'ils l'ont présenté, ils l'ont prénommé Laurine. Alors vous êtes très critique vis-à-vis des sectes de psychologues. On a l'impression, à lire votre ouvrage, que vous aimeriez plus d'unité et de dialogue. Alors ça c'est sûr, en France, et je pense que c'est très particulier à la France, je trouve qu'il y a des comportements de sectes un petit peu, ou de comportements de tribus, on pourrait dire, avec d'un côté ceux qui pratiquent les thérapies comportementales et cognitives, d'autres qui pratiquent l'approche paradoxale, par exemple comme ce que je viens d'évoquer, d'autres qui pratiquent la psychanalyse kleinienne, à la façon des Anglais, d'autres lacanienne, etc. Et quand je dis sectaire, oui, j'ai travaillé dans un service de psychiatrie qui était particulièrement pénible, tyrannique, où il fallait ânonner les discours de Lacan. Il n'était pas question du tout de... Alors j'ai rien contre la personne de Lacan en lui-même, j'ai suivi ses séminaires, c'était passionnant, c'était intéressant, même si je suis assez critique dans mon livre. Mais bon, il faudrait qu'il y ait plus d'unité, qu'il y ait un dialogue entre les psychologues, et qu'ils cessent de dire nous on est les meilleurs, on a tout compris, les autres non. Voilà. Et pendant longtemps, en France, il y a eu d'un côté les comportementalistes, d'autre côté les psychanalystes, des lacaniens, des machins. Alors, ça fait des tribus, alors qu'en fait, moi j'ai eu la chance dans ma vie d'être formé et en thérapie comportementale et cognitive, et en psychanalyse, alors technique classique 3/4 d'heure, et technique lacanienne. Et puis quand même je voudrais dire aussi que les psychologues lacaniens, eh bien mes patients disaient, écoutez, monsieur Laurin, on a quand même beaucoup de chance de vous avoir parce que vous nous gardez une demi-heure ou 3/4 d'heure, et lacanien c'est 5 minutes ou 10 minutes. Et ça, ils en ont souffert, ils en ont beaucoup souffert, et c'est moi ce que j'ai enduré, c'est pas très grave, mais par rapport aux patients qui, eux, ont vraiment sont dans des situations de déréliction terribles, je trouve que c'est inadmissible. Qu'apportez-vous de neuf à la psychologie ? Alors, je voudrais pas être trop... Je vais être simple. Du point de vue de la causalité, on a dit beaucoup que quand on connaissait la cause d'un symptôme, le symptôme disparaissait. Pendant des années, même moi j'ai appris ça. Bon, j'explique dans le livre que c'est faux, ou en tout cas ce n'est pas systématique. On peut connaître la cause, et puis et continuer à avoir le symptôme, et puis surtout, j'explique dans le cas d'une patiente qui avait peur de monter dans les ascenseurs, qu'elle a avec moi fait un travail tout à fait remarquable, et elle avait plus peur de monter dans les ascenseurs, mais elle ne savait pas la cause.
1 an et demi après, elle est venue me voir, elle a trouvé une des causes possibles, mais de toute façon, elle était déjà guérie. Bon, ça c'était un premier point. Et puis un deuxième point qui me tient vraiment à cœur, c'est que pendant très longtemps, on a dit que que le passé était déterminant dans un être. Et moi, là, je m'inscris en faux, c'est l'avenir qui est déterminant. Le passé, par exemple, il y a des personnes qui ont été très désirées et qui ont une vie épouvantable, et des personnes qui n'ont pas été désirées ou qui ont été traumatisées et qui surmontent leur trauma absolument sans problème. Que vous ont apporté vos rencontres scientifiques avec René Thom et Pierre-Gilles de Gennes par exemple? Alors Pierre-Gilles de Gennes, c'était un homme admirable, très iconoclaste, très anticonformiste. Et puis alors moi je trouvais que c'était merveilleux. Il a été prix Nobel en 1904 de physique en 91 et j'ai eu la chance de le rencontrer pour travailler sur un test qu'on appelle le test de Rorschach. Et il m'a beaucoup aidé, il m'a appris à travailler sur des modèles qui sont des modèles de chaos. Donc j'ai été initié à ce qu'on appelle l'indéterminisme. Et puis, bon, j'explique, là c'est la partie un peu technique, qu'il y a des mécanismes comme la percolation qu'il faut vraiment pouvoir utiliser à bon escient, des phénomènes qui permettent de comprendre que les pulsions peuvent être comme filtrées, en quelque sorte, chez certains, et pas chez d'autres, parce qu'elles explosent comme un volcan explose au niveau langagier et au niveau du comportement. Et puis René Thom, c'est la théorie des catastrophes, et c'est-à-dire la théorie des épreuves. Et ça, il faut véritablement, je le dis souvent à mes étudiants, qu'ils soient en master ou en licence à l'université, je leur dis, écoutez, lisez René Thom, lisez Ferenczi et la théorie des catastrophes. Et les catastrophes, c'est pas autre chose que des épreuves, et c'est tout. Des épreuves et des événements. Mais par exemple, une séparation, une rupture, n'est pas forcément quelque chose d'épouvantable. Il y a très peu de personnes qui tout le monde pleure au moment de se séparer, mais je sais pas, parfois 2 ans après, on se dit heureusement que je suis pas resté avec celle-là. Quel message pouvez-vous adresser ou voulez-vous adresser à de jeunes psychologues? Alors le message, je dirais un message d'espoir, peut-être concernant la persévérance. Je crois qu'actuellement, mes étudiants, les jeunes psychologues que je forme à l'université, ils ont encore la possibilité de trouver du travail, mais ils ont de plus en plus de mal à trouver du travail. Moi, j'ai commencé à être professeur en 1980 exactement. Et à cette époque, c'était encore facile de trouver du travail. Là, maintenant, les facs sortent des psychologues, des psychologues, des psychologues. Alors, il y a des champs de recherche qui sont intéressants. Je dirais que l'espoir, c'est dans les crèches. Il y a des postes de plus en plus pour les petits-enfants. Il y a des possibilités pour travailler avec les personnes âgées, de plus en plus. Et puis, ma mère adoptive a été dans une maison de retraite et il n'y avait pas de psychologue, on a engagé des psychologues. Donc, et comme la population est vieillissante, ce sera de plus en plus intéressant. Et puis il y a aussi cette possibilité de comprendre que les épreuves, même quand on rate un examen, quand on est soumis à des frustrations, à des déconvenues, eh bien, il faut garder présent à l'esprit quelque chose de l'ordre de l'opiniâtreté, on a beaucoup parlé de résilience, mais la résilience, elle est surtout chez un auteur, moi, qui me passionne, qui est Sénèque. Et Sénèque écrit dans sa lettre à Lucilius, et il n'y a d'arbre solide et vigoureux que celui qui est battu sans cesse par le vent, parce que ça lui donne de la force. Voilà, merci.